Donc, pour ce qu'on va voir aujourd'hui, je dirais le déroulement de la présentation, c'est à peu près 1 heure, puis après ça, on va se laisser une demi-heure pour les questions. Fait qu'on va commencer par faire un petit rappel sur la COVID-19. Donc, c'est quoi les modes de transmission et tout ça. Je suis sûre que c'est de l'information que vous avez déjà pas mal lu depuis les 6 derniers mois, mais on va juste faire un petit rappel parce que ça devient important pour toutes les recommandations qu'on va dire après. Moi, pour ma part, je vais vous présenter des recommandations générales en lien avec la COVID-19 pour la réoccupation des écoles et des universités. Donc, ils sont vraiment des choses qui ont été présentées, qui sont présentées dans le nouveau guide de l'HUE qui est sorti en juillet 2020 par rapport à ça. Le nouveau guide de l'HUE, il est surtout concentré sur la ventilation. Fait que moi, ma partie, je vais la gratter. Moi, je vais vous présenter différentes stratégies, mais c'est certain que le gros de la présentation va plus aller porter sur la ventilation parce que c'est là que les éléments nouveaux se trouvent le plus. Fait qu'après avoir parlé des recommandations stratégiques, je vais y aller avec des directives pour l'isolement d'une personne en cas de symptômes. Et je vais passer la parole à Ali pour qu'il puisse vous parler vraiment de tout ce qui concerne les nouvelles recommandations pour les systèmes de ventilation de CVCA, la conception et l'exploitation de ces systèmes-là. On va commencer par une belle petite introduction à la COVID-19. Donc, la COVID-19, c'est quoi? On en entend beaucoup parler. Je pense que vous êtes tous vraiment au courant. COVID-19 veut dire Coronavirus Disease 2019. C'est le nom de la maladie, donc l'ensemble des symptômes qui peuvent être ressentis quand on est infecté à un virus particulier qui s'appelle le SARS-CoV-2. Donc, ça aussi, vous avez sûrement déjà entendu ce nom-là. SARS voulant dire syndrome aigu respiratoire sévère. CoV pour coronavirus et 2 parce que c'est le deuxième genre qui a été découvert chez l'humain. Quand on est infecté au coronavirus, donc au virus, quel genre de symptômes on peut s'attendre à avoir? Pour la plupart des gens, ça se trouve être des symptômes qui sont plus légers à modérés, comme les symptômes qui ressemblent à la grippe ou au rhume, qui vont aller plus se situer au niveau respiratoire. Les plus communs sont au niveau de la difficulté respiratoire, de la toux, fièvre, douleur musculaire, mais il y en a quelques autres symptômes comme possibilité de diarrhée ou absence d'odorat sans congestion nasale qui ont aussi été rajoutés dans la liste après plusieurs études. La raison pour laquelle on veut autant appliquer des mesures de prévention pour ce virus-là, c'est le fait que pour certaines personnes vulnérables, ça peut mener à des complications et ça peut aller jusqu'au décès. On parle des personnes âgées ou des personnes qui ont des conditions préexistantes qui les rendent plus sensibles à ce virus-là. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qu'on veut protéger en appliquant des recommandations de prévention qui limitent la transmission du virus. Une des particularités du virus aussi, c'est le fait qu'une personne peut être infectée sans avoir de symptômes pendant une très longue période. On parle jusqu'à 14 jours. C'est ça qu'on appelle la période d'incubation. Donc, une personne pourrait avoir le virus, être contagieuse, être en mesure de le transmettre à d'autres personnes, mais sans le savoir pendant 2 semaines. Donc, encore une fois, les mesures de prévention, c'est vraiment en lien avec ça qu'on veut les appliquer. C'est le fait qu'on limite autant que possible la propagation. Pour le virus lui-même, ben, il y a plusieurs modes de transmission qui existent, mais le mode de transmission principal, donc celui qui est vraiment le plus important, puis ça, toutes les études l'ont montré, c'est au niveau de la propagation des gouttelettes qui peuvent contenir le virus dans l'air. Donc, vraiment, qu'une personne infectée projette des gouttelettes qui vont contenir une certaine charge virale dans l'air. Ça va se véhiculer dans l'air et ça peut être respiré par une personne qui est non infectée, mais qui peut alors devenir infectée. Donc, vraiment, l'inhalation des gouttelettes projetées par une personne infectée, c'est ça le mode de transmission principal, d'où un lien qu'on a avec la ventilation qui devient très important à ce moment-là. Puis quand je parle qu'une personne infectée peut projeter des gouttelettes du virus, là, on parle, ça peut être pendant une toux, un éternuement, puis là, on a vraiment une projection qui se passe. Mais ça peut être simplement quand la personne parle ou qu'elle expire, il y a quand même des micro-gouttelettes qui sont projetées pendant ce temps-là. Fait qu'on a les plus grosses gouttelettes qui vont avoir tendance à retomber plutôt rapidement vers le sol, qui ont la plus grosse charge virale aussi. Mais il y a quand même des gouttelettes plus petites qui peuvent voyager un certain temps dans l'air et éventuellement être respirées par d'autres personnes. On considère que la distanciation physique de 2 mètres, c'est une distance sécuritaire dans beaucoup de cas. Donc, les gouttelettes la plupart qui contiennent le virus vont être déposées vers le sol avant cette distance-là, mais ça dépend vraiment de la circulation d'air dans le bâtiment ou dans la pièce. Donc, dans certains cas, c'est possible que ça voyage plus loin. Ça dépend vraiment du flot d'air dans le bâtiment. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'Ali va pouvoir parler avec vous.
Un autre mode de transmission qui est possible, c'est un mode de transmission qui est secondaire, donc beaucoup moins important que par l'air, mais il demeure une possibilité quand même. Fait que ça aussi, on veut appliquer des mesures de prévention. C'est une contamination via des surfaces. Donc, une personne infectée qui va toucher une surface et une personne non infectée qui va retoucher la même surface. On le sait que le virus peut survivre sur les surfaces pendant plusieurs heures, à même plusieurs jours, selon le type de surface. Mettons pour l'acier inoxydable et le plastique, on parle jusqu'à au moins 3 jours. Fait que il reste actif sur ces surfaces-là, donc un pouvoir infectieux pendant ce temps-là. Donc ça, vraiment, la transmission via les surfaces, c'est quelque chose qu'on veut prévenir aussi. L'idée, c'est qu'une fois qu'on en a sur les mains, bien, dès qu'on se touche le visage, qu'on se gratte, etc., il y a une possibilité qu'on amène le virus en circulation proche de nos voies respiratoires en approchant les mains de notre visage. Donc là, finalement, on est devant un virus qui peut facilement être transmissible, qu'une personne, même qui n'a pas de symptômes, peut transmettre, soit par l'air, soit par les surfaces. Et pour ce virus-là, on n'a pas ni de vaccin ni de traitement encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, le mot d'ordre, c'est vraiment la prévention. On veut réduire, on veut limiter la transmission de ce virus-là d'une personne à l'autre dans le but de protéger les gens qui sont considérés comme vulnérables ou sensibles à ce virus-là. Fait qu'au niveau de la prévention, bien, on a la distanciation physique qui est très importante, une hygiène appropriée, donc c'est ce qu'on appelle tousser dans notre coude, se laver ou désinfecter les mains fréquemment, etc. L'isolement d'une personne qui ressent des symptômes ou qui est un cas confirmé, parce qu'on veut vraiment limiter les chances que cette personne-là transmette à d'autres personnes. Puis on a aussi d'autres moyens de contrôle comme la ventilation qui vont pouvoir nous aider à appliquer cette prévention-là. Je vais aller pour des recommandations plus générales. Comme je vous disais, le gros des changements du nouveau guide de l'HRE va aller se concentrer sur la ventilation. Ils ont quand même émis des recommandations sur des stratégies de prévention. Je vous dirais que ça ressemble énormément à ce qu'on a déjà en place au Québec, donc ce que le gouvernement a déjà transmis, ou le ministère de l'Éducation aussi a déjà transmis par rapport à la distanciation et les moyens de prévention. Donc, dans le nouveau guide de l'HRE, premièrement, il donne quand même certaines étapes qu'on peut respecter pour essayer de mettre en place ces mesures de prévention-là. On parle d'abord d'aller créer un comité de santé et sécurité qui va inclure plusieurs parties. Donc, vraiment, ça peut être des gens de l'équipe de santé et sécurité au travail, ça peut être des gens de l'exploitation du bâtiment, des gens du personnel, aussi du médical, si jamais vous avez une équipe pour ça. Donc, c'est vraiment plusieurs personnes qui vont pouvoir aller aider à mettre tout ça en place. Donc, aller créer un comité pour faire en sorte qu'on dirige un peu mieux nos actions. La deuxième chose à faire va être d'effectuer une analyse de risque de la transmission du virus dans le bâtiment. Donc, selon les risques de transmission vont dépendre de la configuration du bâtiment, surtout avec la ventilation, mais aussi des possibilités de transmission. Donc, les endroits où il y a plus de rassemblement, c'est des endroits où on va vouloir mettre un peu plus en place des moyens de prévention aussi, la question des accès du bâtiment, etc. Donc, ça, je vais en reparler un peu plus tard aussi. La troisième étape, une fois qu'on a déterminé où est-ce que sont nos points névralgiques, on va aller implanter des mesures préventives en fonction du bâtiment ou de ce qu'on aura analysé auparavant. Puis ensuite, il y a une question d'aller mettre des politiques et des protocoles internes en place pour savoir dans quel cas, qu'est-ce qu'on fait. Et finalement, s'assurer de la viabilité des mesures à long terme. Donc, c'est d'aller faire des suivis de toutes ces mesures de prévention-là pour s'assurer que c'est encore bien suivi. Fait que si on commence par l'analyse de risque, donc en gros, on veut vraiment identifier les facteurs de risque dans le milieu de travail, donc les facteurs de transmission d'une personne à l'autre dans ce cas-ci, et les meilleurs moyens de le contrôler ou de protéger les gens. Fait que la première étape, c'est qu'on va aller examiner le bâtiment, donc vraiment, puis ça demande d'aller examiner chaque pièce du bâtiment en fonction de leur vocation, en fonction de la configuration, pour aller voir parce que qu'est-ce qu'on va mettre en place. Parce que les mesures de prévention dans une salle ne seront pas forcément les mêmes que dans l'autre, dépendamment de son utilisation. Ensuite, on va aller prioriser où est-ce que c'est le plus important d'agir rapidement, donc les endroits de rassemblement, évidemment. Et finalement, identifier les moyens de contrôle et de protection appropriés dans chacun de ces endroits-là. Donc, ça demande quand même, pour des grandes écoles, ça demande quand même beaucoup de job, mais en même temps, c'est très important. Une des choses qu'on doit faire aussi, qui est recommandée par la HRE, c'est de faire d'abord une inspection du bâtiment. Là, en ce moment, c'est déjà en réoccupation. Je vous dirais que cette étape-là aurait
si elle n'a pas déjà été faite, aurait dû être faite avant la rentrée, mais il n'est jamais trop tard pour bien agir. Fait que si jamais ce n'est pas fait, c'est quelque chose qui serait à considérer. Donc, vraiment à faire avant la rentrée, ça serait d'aller inspecter les bâtiments pour assurer qu'on n'a pas des troubles autres de qualité de l'air et de qualité des structures. Donc, en fait, c'est que là, on a eu un bâtiment qui a été vacant pendant des mois. Il faut s'assurer qu'une fois qu'on le repart, il est quand même bien... que tout est bien en place. Fait qu'on va surtout aller inspecter tous les espaces intérieurs pour voir si pendant qu'il n'y avait personne, est-ce qu'il y a eu des dégâts d'eau qui auraient pu causer de la moisissure ou des problèmes avec la structure. Au niveau de la tuyauterie, on a eu de la stagnation possible pendant le confinement puis pendant l'été. Donc ça, c'est à repartir aussi pour être sûr qu'on n'a pas une accumulation de contamination microbiologique ou de plomb ou de métaux dans la tuyauterie. Il y aurait aussi... par rapport à la ventilation. Donc, vraiment s'assurer que tous les systèmes sont en bon état et vont être en mesure de bien repartir, et ce, avec les nouvelles conditions qui concernent la COVID-19. Ça, c'est Ali qui va vraiment vous en parler plus. Au niveau des mesures préventives, écoutez, moi, ce que je vais vous dire là, c'est des mesures qui sont générales. Je ne vais pas, vu qu'on veut axer surtout sur la ventilation le webinaire, je ne vais pas aller gratter trop loin, mais au pire, on peut, si vous avez des questions, je répondrai à la fin. Fait que là, je vais juste présenter des trucs qui sont généraux, qui sont donnés par la HUE, mais qui nous ont déjà été donnés par le ministère de l'Éducation ou la CNSST aussi. Donc, la première chose à faire par rapport au bâtiment, c'est qu'on va avoir beaucoup de personnes qui rentrent. L'idée, c'est d'aller contrôler les accès au bâtiment, puisque une fois, par rapport surtout à la présence des symptômes ou aux possibilités qu'une personne soit infectée par le virus. Parce qu'une personne qui est un cas confirmé ou suspecté, on ne veut pas qu'il soit en contact avec plein d'autres personnes. On veut vraiment limiter la transmission possible. Donc, ça, c'est le principe de l'isolement. Fait qu'au niveau du contrôle de l'accès, on demande à tout le monde, soit par un questionnaire ou un questionnaire à remplir ou une auto-évaluation personnelle, vraiment d'aller vérifier ils sont à risque d'avoir déjà contracté la COVID-19. Donc, ils sont en présence d'une personne suspectée, est-ce qu'ils ont des symptômes, etc. Donc, ça, vraiment, on veut aller bloquer l'accès, exclure ces personnes-là pour éviter qu'on ait une transmission à l'intérieur du bâtiment. Donc, le deuxième point, ça va être au niveau des points d'accès, de contrôler l'état de santé des personnes et de mettre en place aussi une politique de retour. Donc, une personne qu'on a exclue, mais à quel moment est-ce qu'elle peut revenir, à quel moment c'est considéré comme sécuritaire. Autre mesure préventive, donc on a la mesure préventive au niveau de l'accès au bâtiment, on a maintenant une mesure préventive au niveau des distanciations, au niveau des adultes, donc surtout dans les universités, on veut conserver une distance entre les personnes pour justement éviter d'avoir une transmission des gouttelettes d'une personne à l'autre. Idéalement, le plus de distance possible, c'est le mieux. Sinon, la distanciation de 2 mètres, ça serait vraiment le minimum à respecter. À ce moment-là, ça demande d'aller revoir l'organisation du bâtiment, d'aller revoir la configuration de chaque salle pour voir s'ils sont capables de permettre cette distanciation-là. Au niveau des couloirs, mettons, ou des escaliers, quand on en a des très, très étroits, bien, il y a possibilité de considérer des sens uniques ou de vraiment des moyens de mieux rediriger le trafic pour éviter que les gens se collent trop. Fait que vraiment, ça va être toutes des questions à se poser quand on rentre dans le bâtiment, quand on rentre dans la salle. Mais qu'est-ce que je peux faire ici qui va me permettre une bonne distanciation? Autre mesure de distanciation pourrait inclure le télétravail, donc faire en sorte que des personnes soient moins présentes à l'intérieur des bâtiments. Ça peut être autant au niveau du personnel administratif, le télétravail, que des cours eux-mêmes. Donc, si vous avez déjà prévu d'en faire à distance, bien, ça va permettre d'éviter d'avoir un trop grand nombre de personnes en même temps dans le même bâtiment. Au niveau des lieux de rassemblement, on parle surtout de l'élimination des places assises, donc vraiment les bloquer, mettons, une chaise sur 2 pour que, quand 2 personnes sont assises, ils ne soient pas directement collés l'une sur l'autre. Ça peut être aussi, quand ce n'est pas possible, d'éliminer des postes à ce moment-là, des barrières physiques, les fameux plexiglas qu'on voit partout, ça demeure une option. Ou aussi d'exiger un certain maximum de personnes dans une pièce selon la capacité de la pièce.
Je ne sais pas pour les universités à quel point c'est facile à atteindre, là, mais dans les écoles primaires, secondaires, on a vu beaucoup de gens qui nous parlaient de réaménager l'horaire de travail, l'horaire des cours pour éviter que les groupes soient tous sortis dans les couloirs en même temps. Donc ça, essayer de réaménager les horaires en fonction des différents groupes, ça peut être aussi une possibilité. On veut porter une attention particulière à tous les endroits où il y a vraiment des forts rassemblements. On va aller parler de la cafétéria, les complexes sportifs, les auditoriums, les grosses salles de conférence, les salles de spectacle. Donc ça, il y a vraiment des attentions particulières à faire à ce genre d'endroits-là. Il y en aurait aussi au niveau de la ventilation, si c'est Ali qui va vous en parler plus tard. Autre mesure préventive en dehors de la distanciation et du contrôle des accès du bâtiment, on va aller parler de mesures d'hygiène. Avoir des stations de désinfection ou de lavage des mains, faire des rappels aux gens sur les procédures pour ça, donc bien se frotter les mains pendant 20 secondes pour le savon, etc. Ça demeure très important. Et aussi au niveau de la protection, au niveau d'éviter de projeter les gouttelettes vers quelqu'un d'autre, on va aller parler du port du couvre-visage qui est maintenant obligatoire à l'intérieur des bâtiments. Donc, ça, un couvre-visage, je rappelle que c'est une protection communautaire. Le but avec ça, c'est pas de vous protéger vous-même, mais c'est d'aller empêcher vos gouttelettes de se rendre vers d'autres personnes. Donc, on va aller protéger tous les autres alentours de nous. Mais c'est tout le monde porte le masque. Ça veut dire qu'on est tous protégés finalement. Fait que c'est assez important d'avoir des règles strictes par rapport à ça, puis aussi des règles par rapport à la manipulation lui-même du masque, parce qu'on ne veut pas non plus se contaminer les mains avec le virus à tout bout de champ avec le masque. Autre mesure préventive, ça serait de la désinfection des surfaces partagées. Donc, on a des surfaces qui vont être touchées par plusieurs personnes. C'est pas le risque de transmission le plus important, mais il demeure présent quand même. Donc, transmission par les mains en touchant une surface qu'une personne infectée a touchée avant nous. Fait que ça implique d'avoir une équipe d'entretien qui va faire des nettoyages et désinfections régulières des surfaces pour vraiment aller pour aller essayer de réduire la contamination possible par les surfaces. Fait que ça prend une équipe bien formée pour ça, qui sont vraiment au courant de ce qu'ils ont à faire, qui sont au courant des risques qui sont liés avec ça. Ça prend une procédure de travail établie. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont besoin de désinfecter. Donc, aller cibler les points de contact fréquents. Donc, avoir vraiment une checklist de ces points-là, c'est très important. Savoir à quelle fréquence ça doit être fait. Et donc, c'est ça, avoir une procédure de travail qui va inclure aussi un désinfectant. Parce que c'est pas n'importe quoi qu'on peut prendre pour éliminer le virus. On a Santé Canada qui a toute une liste de désinfectants approuvés pour ça. C'est important de jeter un œil là-dessus. Puis donc, c'est ça, de prévoir le coût finalement. Dans le document de l'ASHRAE et aussi au niveau de tout le gouvernement du Québec, il y a certaines directives qui sont données par rapport à l'isolement d'une personne qui présente des symptômes sur place. Donc, si on a une apparition de symptômes d'une personne qui a des symptômes à l'intérieur du bâtiment, la première chose à faire va être d'isoler la personne. Donc, on prend la personne, on l'amène dans un local qui va être dédié à ça. On parle d'un local, une salle d'isolement finalement. Donc, la personne va être à l'intérieur de la salle d'isolement. Elle va être accompagnée d'un membre du personnel, mais un seul, parce qu'on veut vraiment réduire le nombre de personnes qui vont être en contact direct avec cette personne-là. Donc, elle est accompagnée dans la salle d'isolement par un membre du personnel qui, lui, va même porter des équipements de protection individuelle, vu que la personne est maintenant considérée comme suspectée, considérant qu'elle a des symptômes associés à la COVID-19. Et que là-dessus, la deuxième chose à faire, c'est s'il s'agit d'un enfant, il faut qu'on avise les personnes concernées, donc les parents dans la plupart des cas, pour qu'ils viennent les chercher. Et après ça, on applique un protocole de mise en quarantaine. La personne, donc l'enfant, mettons, qui a été infecté, non, excusez-moi, pas qui a été infecté, l'enfant qui a ressenti les symptômes, à ce moment-là, on va aller d'abord surveiller pendant une période de 24 heures ces symptômes pour voir s'il y a une évolution. Ou dans certains cas, ça se peut aussi que le protocole implique d'aller immédiatement faire un test pour la COVID-19. Ça, dans le fond, pas mal tous les documents s'accordent pour dire que c'est la santé publique, donc là,
une personne officielle de la santé publique qui doit donner la démarche à suivre. Donc, vraiment, si on a une suspicion qu'on a des symptômes, à ce moment-là, on appelle, puis on demande, ils ont une ligne pour ça, on demande leur avis, puis eux vont dire si on doit simplement surveiller les symptômes ou s'il faut immédiatement aller passer un test. Dans tous les cas, la personne ne réintègre pas l'école ou l'université tant qu'on n'est pas sûr que ce n'est pas un cas confirmé de COVID-19. La prochaine étape, l'étape 4, ça va être de procéder à une investigation par rapport au risque de propagation dans le bâtiment. Donc là, on a une personne qui est un cas suspecté, qui a ressenti des symptômes, mais qu'on n'a pas encore de preuves si ça a été, qu'on n'a pas encore que ce n'est pas encore un cas confirmé, mais c'est important de commencer tout de suite les démarches à savoir avec qui cette personne-là a été en contact. Parce que du moment où on reçoit un test confirmé, à ce moment-là, il faut réagir très rapidement pour commencer un protocole de mise en quarantaine des autres personnes qui ont été en contact avec elle. Donc, vraiment, aller commencer une investigation au niveau des contacts de cette personne-là pour pouvoir réagir si jamais ça donne que c'est un cas confirmé de COVID-19. Donc, une fois que la mise en quarantaine elle est faite, bien, rendu là, il va rester à appliquer une politique de retour à l'école selon le cas. Donc, si la personne revient avec un test négatif de COVID-19, à ce moment-là, on peut réintégrer l'école une fois que tous les symptômes sont terminés, donc 24 heures après les derniers symptômes. Et si jamais c'est un cas positif, bien, à ce moment-là, il y a une isolation complète et des mesures des mesures de contrôle de la propagation à l'intérieur de l'école. Donc, si on a un cas confirmé, bien là, tout ce qu'on a vu dans l'investigation, il faut le mettre en place. Commencer à aller vérifier ça avec d'autres personnes. La salle d'isolement elle-même, ça peut être une infirmerie, ça peut être pas mal n'importe quelle salle, tant qu'elle est dédiée à ça, qu'elle n'est pas partagée par d'autres personnes. L'idée, ça serait d'éviter que cette salle-là soit trop dans des endroits de rassemblement intense, mais en même temps, on veut que ça soit proche d'une entrée ou d'une sortie pour limiter le déplacement d'une personne qui a des symptômes à l'intérieur du bâtiment. C'est sûr que une salle doit être suffisamment grande pour avoir autant que possible une distanciation d'au moins 2 mètres entre la personne suspectée et le personnel qui va s'en occuper. Cette salle-là doit être équipée de trousses d'urgence avec les équipements de protection nécessaires et les équipements de désinfection nécessaires. Parce que cette salle-là, une fois que la personne suspectée est partie, il faut la désinfecter. Il faut vraiment s'assurer qu'on ne laisse rien derrière. Et finalement, la salle elle-même, elle doit être munie d'un système de ventilation, de CVCA, qui permet, une pression négative et aussi une bonne circulation de l'air. Ça, Ali va pouvoir vous donner des détails un peu plus là-dessus. Donc, pour ma partie à moi, c'est terminé. Je vais passer le micro à Ali. Merci beaucoup, Annick. Donc, une petite introduction, nous allons voir dans le guide d'Ashray. Le but du guide d'Ashray, c'est d'aider les concepteurs à adapter leur système dans le but d'améliorer la qualité de l'air intérieur et de ralentir la transmission du coronavirus. Ce guide d'Ashray a aussi pour objectif d'aider les propriétaires d'écoles et les gestionnaires d'établissements d'enseignement à préparer la réoccupation des locaux. Et il faut toujours avoir en tête que dans tout cas, les modifications apportées sur le système CVCA ne doivent aucunement aller à l'encontre de la norme 62.1 de l'Ashray et des textes normatifs applicables localement. Donc, dans le guide d'Ashray, il y a plusieurs recommandations. Nous allons les regrouper par catégorie. Nous allons commencer par la première catégorie, c'est la dilution par ventilation. L'objectif, c'est principalement d'augmenter l'air frais et de garder les systèmes de ventilation en marche le plus longtemps possible. En ce qui est de la désactivation de la ventilation à la demande, donc la ventilation à la demande, c'est une stratégie d'économie d'énergie appliquée dans pas mal de bâtiments qui permet d'ajuster l'apport d'air neuf en fonction de l'occupation. Donc, si le bâtiment est inoccupé, on a tendance à avoir moins d'air frais. Mais en période de pandémie, il faut plutôt désactiver la ventilation à demande et assurer d'avoir un air extérieur le plus élevé possible, parce que l'objectif, c'est de diluer les contaminants. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à avoir d'air frais le plus longtemps possible. Ensuite, si la ventilation 24 heures sur 7 n'est pas possible,
Dans ce cas-ci, il faudrait fonctionner les systèmes de ventilation à 100% d'air frais 2 heures avant l'occupation et après l'occupation du bâtiment. Ça, ce qu'on appelle, c'est comme, en fait, on veut purger le bâtiment. C'est que chaque jour, afin d'assurer qu'on n'a pas de contaminants, on doit purger l'air qui est à l'intérieur et le remplacer par de l'air frais. C'est pour ça qu'il faudrait faire fonctionner le système de ventilation à 100% d'air frais 2 heures avant puis 2 heures après l'occupation. Et ça devrait se faire avec un minimum de 3 heures de changement d'air par heure. Il faut aussi savoir que la consommation énergétique du bâtiment aura tendance à augmenter avec ces mesures de désactivation de la ventilation contrôlée. Et ensuite, ouais. En fait, le guide d'HEI recommande d'opérer à 100% d'air frais le plus longtemps possible afin d'éviter la recirculation de l'air qui est susceptible d'être contaminé. Mais toutefois, il faut garder en tête que pour un contexte comme à Montréal, où dans un contexte comme à Montréal où il fait très froid en hiver, il serait difficile d'avoir 100% d'air frais toute la journée. Donc, on voit bien qu'à Montréal, 72% du temps, c'est de la température qui est inférieure à 17 degrés. Donc, c'est difficile de maintenir les frais le plus longtemps possible. Donc, pour ce cas-ci, il faut augmenter au maximum autorisé d'apport d'air frais sans compromettre le confort thermique à l'intérieur ou la qualité d'air à l'intérieur. Ensuite, l'une des options pour s'assurer que notre bâtiment a un bon apport d'air frais ou bien a une bonne dilution par ventilation, c'est de mesurer les concentrations de CO2 par rapport au taux d'occupation. Donc, plusieurs études suggèrent de ne pas dépasser 1000 ppm de CO2. Donc, il faut s'assurer, généralement, en période de pandémie, il faut s'assurer de ne pas dépasser une concentration de 800 ppm en pleine occupation. Comme d'ailleurs, là, il y a un exemple d'une étude qui a été faite dans une université au Taïwan. C'est que avant, dans cette université, ils avaient un cas de contamination par la tuberculose. Et après, c'était en 2010 qu'il y avait le premier cas. Ensuite, les ingénieurs de ventilation ont constaté que ces bâtiments sont moins ventilés. Ils ont mesuré des concentrations de CO2 de l'ordre de 3000 ppm. Donc, ils ont pensé à améliorer la ventilation dans l'université en dessous de 1000 ppm. Et le résultat, c'est que cette amélioration a été responsable d'une diminution de 97% de la transmission de tuberculose. L'étude a été faite entre 2012 et 2018, donc ça montre l'importance d'avoir de l'air frais. De même, ça sur ce tableau-là, on peut voir que ça c'est un tableau que je regardais sur le site de l'Agence fédérale allemande pour l'environnement. Eux, ils conseillent pour la ventilation de l'école de toujours maintenir un ppm inférieur de maintenir une concentration de CO2 inférieure à 1000 ppm. Si jamais notre concentration de CO2 est au-delà de 1000, genre entre 1000 et 2000, dans ce cas-ci, il faudrait penser à ouvrir les fenêtres ou bien à augmenter l'apport en air frais. Si jamais notre concentration dépasse les 2000, dans ce cas-ci, il faudrait vraiment faire des mesures, des investigations, des inspections au niveau des systèmes CVCA. Donc, j'ai eu pas mal de personnes qui me posent la question, pour améliorer la circulation d'air, est-ce qu'on devrait avoir des ventilateurs électriques? Donc, dans le fond, l'utilisation des ventilateurs électriques n'est pas du tout recommandée en milieu intérieur parce que un ventilateur électrique, lui, il n'apporte pas de l'air frais, il fait juste circuler l'air. Donc, on a plus de risques à faire dispatcher le panache des personnes qui est susceptible d'être contaminé. Donc,
Par contre, ce qui est plus suggéré, c'est l'ouverture des portes et des fenêtres. C'est une stratégie qui est très simple et très importante pour augmenter le taux de changement d'air. Donc, généralement, le guide d'HUI recommande d'ouvrir les portes et les fenêtres 2 heures avant l'occupation. C'est comme on avait dit avant, c'est pour purger l'air qui est à l'intérieur et le remplacer par de l'air frais. Toutefois, il faudrait faire attention à la pollution à l'air extérieur. Des fois, quand l'air extérieur est pollué, on a tendance à apporter moins de l'air frais. La deuxième catégorie, ça concerne l'évacuation de l'air vicié. Donc, le guide HUI recommande de faire fonctionner les évacuateurs en tout temps et d'éviter une pression négative dans le bâtiment. Donc, on va voir ça un par un. En ce qui concerne le fonctionnement des évacuateurs, cette mesure-là doit se faire en tout temps, 24 heures sur 24, mais juste dans les jours de classe. Le but, c'est de renouveler l'air frais et d'établir une pression positive dans le bâtiment. Donc, toutefois, il faut d'abord vérifier que la séparation entre les entrées d'air extérieur et les sorties d'évacuation est faite adéquatement afin de prévenir ou de limiter la recirculation de l'air vicié. Donc, généralement, on recommande une séparation de 3 mètres au minimum ou bien se conformer aux exigences locales. Il faudrait ensuite vérifier que les débits d'air évacués dans les toilettes sont au minimum de 1 pied cube par mètre par pied carré. Par exemple, si on a une toilette de 100 pieds carrés, il faudrait s'assurer qu'on a un débit de 100 pieds cubes par mètre. Et aussi de vérifier les débits d'air d'évacuation à tous les comptoirs de vente. Il faudrait s'assurer d'avoir un minimum de 0,7 pieds cubes par minute par pied carré. Ensuite, il faut s'assurer aussi que, parce que dans le fond, les ventilateurs ils fonctionnent à 24 heures sur 24, donc il faut en même temps s'assurer que nos systèmes d'évacuation sont capables d'équilibrer l'air qu'on est en train d'évacuer. Donc, il faut s'assurer toujours qu'on a un débit qui est assez supérieur au débit d'évacuation afin d'éviter la pression négative dans le bâtiment. La troisième catégorie, ça concerne le confort thermique. Dans le fond, il ne s'agit pas vraiment d'un confort thermique, mais ce sont des mesures pour réduire l'impact du virus dans le bâtiment. Donc, on va voir les 3 points. Ça concerne surtout les valeurs de référence en température et humidité, la surveillance et le contrôle de la température et de l'humidité, et finalement les techniques d'humidification. Parce que à Montréal, en hiver, on a plus tendance à humidifier pour avoir les bonnes valeurs d'humidité. Donc, le guide d'HUI, il recommande d'avoir des températures de 22 degrés Celsius et une plage d'humidité entre 40 et 50% dans les salles de cours en hiver. Alors, en été, c'est plus 24 degrés dans les salles de cours et une humidité relative entre 50 à 60%. Dans l'image juste à côté, on voit bien que le contrôle d'humidité, c'est plus on contrôle l'humidité, plus on a moins tendance à ce que les virus soient. En fait, je vais juste voir un peu l'image. Dans l'image, qu'on voit bien que le virus a moins de viabilité dans certains plages d'humidité. Par exemple, pour les bactéries, ils ont moins tendance à résister dans une humidité entre 30 et 60%. Pour les virus et aussi pour le coronavirus, il a moins de chances à survivre dans une plage entre 50 et 60%. Donc, c'est ça la raison principale pour laquelle on veut maintenir l'humidité. Parce que les micro-organismes ont moins tendance de vivre dans une certaine humidité qui est contrôlée. Donc, si c'est possible d'avoir donc l'optimum, ce serait vraiment d'avoir une humidité de 50% dans les salles de cours. Ensuite, il faudrait respecter la norme numéro 55 de l'HUI pour les valeurs de confort. En tout temps, il faut toujours s'assurer à ne pas être au-delà du confort. Donc,
la température normalement, c'est toujours entre 20 et 25 et l'humidité, c'est toujours entre 40 et 60 degrés pour assurer aussi un confort dans les salles de cours. Pour arriver à ça, c'est sûr, il faudrait une surveillance et un contrôle de la température dans le bâtiment. Donc, dans la mesure du possible, il faut surveiller la température et l'humidité relative dans chaque espace à l'aide des lecteurs de données, que ce soit des lecteurs centralisés ou des lecteurs qui sont portatifs. Et en cas d'absence de contrôle, justement ça, il faut utiliser des appareils mobiles ou portatifs. Et aussi, il faudrait documenter toute observation inhabituelle autre que celles qui peuvent être enregistrées par le système de contrôle. Si jamais on observe que dans une salle, on a tendance à avoir une humidité assez élevée ou une température assez élevée, donc il faudrait documenter ça pour ensuite faire des mesures d'ajustement pour se rendre à la plage qui est recommandée. Donc, cette partie-là, ça concerne les techniques d'humidification parce qu'à Montréal, on aura plus tendance en hiver à humidifier. Donc, si c'est possible, le guide d'ASHRAE recommande d'installer des humidificateurs dans les centrales de traitement d'air et dans les unités qui sont préfabriquées dans le traitement d'air hors toit. Comme on le voit sur la première image, on voit qu'on a un humidificateur qui est installé, dans une unité CVCA. Ensuite, si ce n'est pas le cas, une autre alternative, c'est d'installer un humidificateur monté dans les conduits, comme on le voit bien sur la deuxième image. Ensuite, une deuxième chose pour les systèmes CVCA qui sont autonomes ou bien pour les salles de cours qui n'ont pas de système de CVCA et qu'on veut bien contrôler l'humidité, il est recommandé d'installer un humidificateur portable dans chaque salle de cours pour contrôler l'humidité localement. En tout cas, il faut toujours faire attention que avant d'ajouter un équipement d'humidification, il faut toujours évaluer ça avec un professionnel de la conception du bâtiment parce que surtout dans les bâtiments, dans les anciens bâtiments qui n'ont pas d'isolation, si on augmente l'humidification, on aura tendance à créer une condensation dans l'enveloppe du bâtiment. Et ça, c'est pas bien pour la durabilité du bâtiment. Donc, avant d'ajouter des systèmes ou des équipements d'humidification, il faut toujours s'assurer que notre bâtiment est capable d'opérer dans cette plage d'humidité. Parce que, comme par exemple à Montréal, il y avait un ancien bâtiment à Montréal que le propriétaire du bâtiment n'avait pas tendance avant à contrôler son humidité. Puis ils ont remarqué par la suite que l'enveloppe du bâtiment, ils ont remarqué comme l'humidité dans le bâtiment avait gelé, puis ça a créé des glaces d'une grandeur de 2 pouces, ce qui n'était pas bien. Dans la quatrième catégorie, ça concerne plus la filtration et le traitement d'air. Ça, c'est la partie la plus importante du guide d'ASHRAE. Donc, nous allons voir les 5 points suivants. C'est quoi l'efficacité minimale recommandée pour les filtres? C'est quoi les recommandations d'avant de changer les filtres ou de les maintenir? Comment ça se fait le remplacement et la maintenance des filtres? Et ensuite, on va aussi voir les purificateurs d'air, comment ça fonctionne et comment les installer. Et aussi la désinfection par les ultraviolets. Donc, le guide d'ASHRAE, il recommande le niveau de filtration ciblé pour les établissements de santé, c'est une cote MERV 13 au minimum. Et en fait, si jamais notre système est capable d'aller au-delà de MERV 13, on peut aller jusqu'à MERV 14, ce qui est préférable. Parce que en fait, on voit bien que dans l'image qu'on voit bien au-dessus, ça montre comment dans l'image qui montre, en fait, on a la courbe qui montre les particules, la grandeur des particules en fonction de l'efficacité. Donc on voit bien que les filtres de type 13 et 14, ils ont plus tendance à
ils ont une efficacité plus élevée. Donc, c'est pour ça qu'on recommande des filtres de type MERV 13 au minimum. Donc, pourquoi on se pose des questions sur, en fait, pourquoi on a tendance à augmenter la filtration de l'air? Parce qu'en fait, l'activité humaine, c'est une activité qui génère des particules. Quand l'être humain il toux, ou bien éternue, ou bien il parle, tout simplement, ça génère des particules. Donc, ces particules-là sont susceptibles d'avoir des virus aéroportés, notamment le coronavirus. Donc, c'est pour ça on a tendance à augmenter les niveaux de filtration pour capter le maximum de particules et pour éliminer les risques de contamination. Donc, on voit bien, par exemple, dans la première figure que une activité générale en fait, des activités humaines, ça peut générer jusqu'à 100 000 particules de taille entre 1 et 10 microns. Donc, juste quelques recommandations avant de changer l'efficacité des filtres. La première chose, c'est que il faudrait s'assurer, pour les unités qui sont déjà existantes, il faut s'assurer qu'une augmentation de l'efficacité de la filtration peut réduire la capacité des videurs. Donc, avant de changer notre système de filtration, il faut s'assurer que notre système est capable est capable de résister à la perte de pression qui aura lieu en changeant les systèmes de filtration. Il faut aussi s'assurer que la perte de charge est inférieure à la capacité des systèmes de ventilation. Et si en fait il s'agit d'un projet LEED, ce qui est le cas pour plusieurs universités au Québec et à Montréal, les filtres devraient être déjà des filtres MERV 13. Si ce n'est pas le cas, il faudrait les changer en des filtres de code MERV 13. Ensuite, si les filtres ou la rangée des filtres ont une épaisseur de 2 pouces et plus, dans ce cas-ci, selon le guide d'ASHRAE, il faudrait les remplacer par des filtres MERV 13 parce que des épaisseurs de 2 pouces, ont déjà une perte de charge assez élevée, donc on peut automatiquement les remplacer par des MERV 13. Donc, il faudrait aussi déterminer si le support de 1 pouce d'épaisseur peut être remplacé par d'autres épais. Parce que ce qui arrive souvent dans les bâtiments, c'est que le support du filtre, des fois, il est moins épais que le filtre lui-même, ce qui cause des infiltrations à l'intérieur du système. Donc, il faudrait s'assurer toujours d'avoir un support qui a pratiquement la même épaisseur que le filtre lui-même. Ensuite, il faudrait augmenter la puissance de la ventilation pour pallier la perte de charge supplémentaire dans les filtres. Et ensuite, avec l'augmentation de cette perte de charge, le débit d'air sera moins élevé pour chauffer, refroidir. Et pour ça, c'est pour ça, en fait, des systèmes de chauffage ou de conditionnement d'air supplémentaire peuvent être requis pour pallier à ce débit d'air qui sera moins élevé quand on change de niveau de filtration. Une autre mesure qui peut se faire pour les filtres, c'est de s'assurer que les filtres sont bien scellés. Donc, ce serait bien toujours de rajouter des scellants dans les sites, entre le système et entre le filtre et son support pour minimiser le passage d'air non filtré. Donc, on voit bien comme dans l'image, l'une des techniques qui peuvent se faire, c'est de faire un gasket, d'insérer un gasket et de les visser après par un vis fileté. Comme ça, si jamais on veut changer de filtre, on peut facilement juste dévisser, enlever les gaskets, puis après ça, enlever le filtre. Donc, si jamais notre système n'est pas capable d'être changé en MERV 13, ce qui peut être toujours le cas, donc, qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce cas? Ou bien, si jamais notre école n'est pas dotée d'un système de CVCA, ou bien ils n'ont pas de système ou n'ont pas de fenêtre, dans ce cas-ci, il faudrait penser à installer des purificateurs d'air. On va voir ça plus tard, mais généralement, c'est ça la recommandation selon le guide d'ASHRAE. Donc, pour le remplacement et la maintenance des filtres, il faut faire attention que
les filtres qu'on a sur nos systèmes CVCA sont des filtres qui sont susceptibles d'être contaminés. Donc, les employés de maintenance et d'entretien doivent toujours apporter des équipements de protection individuelle, c'est-à-dire des masques N95, des protections des yeux et des gants jetables. Il faut toujours, parce que des fois, on voit des techniciens qui changent les filtres sans aucune protection et ils ne savent pas qu'eux, ils sont en train de manipuler des filtres qui sont susceptibles d'être contaminés. Donc c'est très important d'avoir des équipements de protection individuelle. Et ensuite, il ne faut pas laisser la pression chuter afin de ne pas affecter la pression différentielle entre les pièces. Et ensuite, après le changement des filtres, il faut toujours s'assurer que les filtres restent bien ajustés dans leur support. Et comme on avait dit avant, si c'est possible, de toujours faire appliquer des scellants ou des joints d'étanchéité. Ensuite, avant d'enlever les filtres, il est toujours possible de le désinfecter parce que, comme on avait dit, les filtres sont susceptibles de contenir des contaminants et des virus. Donc, la meilleure chose, ce serait toujours de le désinfecter en le vaporisant légèrement par une solution de l'eau avec de l'eau de javel de 10% ou bien par un désinfectant qui est approuvé. Une fois les filtres sont changés, ils peuvent être mis dans un sac de déchets et jetés avec les ordures ménagères. Et finalement, après la tâche de remplacement de maintenance, les employeurs doivent toujours se laver les mains immédiatement avec de l'eau et du savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique. Et comme on avait dit avant, si jamais on n'a pas la possibilité d'avoir des systèmes MERV 13 ou bien qu'on veut améliorer la qualité de l'air intérieur dans nos salles, le guide d'HE il recommande d'avoir des purificateurs d'air de type EPA dans chacune des salles de cours. Donc il existe pas mal de purificateurs d'air de technologies de purificateurs d'air de type EPA ou bien de ultraviolette. On peut soit les installer sur le plafond ou bien des purificateurs d'air portatifs qui se branchent directement qu'on peut directement les plugger, puis ça permet de filtrer l'air puis de le recirculer. Toutefois, avant de choisir un purificateur d'air dans nos salles de cours, la première chose qu'il faut s'assurer que notre purificateur d'air est certifié par l'Association des fabricants d'appareils électroménagers, AHAM. Et la deuxième recommandation, c'est de privilégier le choix des purificateurs d'air qui sont certifiés Ingestar. Et ensuite, il faut choisir le purificateur d'air en fonction du débit d'air purifié. On appelle ça le Clean Air Delivery Rate, CADR, en fonction du volume de la pièce, de son changement d'air minimal et de sa densité d'occupation. On verra tantôt un exemple d'application pour comment choisir un purificateur d'air bien adapté à une salle de cours. Donc, pour les purificateurs d'air autres que EPA, comme les ioniseurs ou les précipitateurs électrostatiques ou les PCO, généralement, la Santé Canada recommande de choisir des purificateurs qui sont certifiés par la California Air Resources Board, la CARB, ou conformes à la norme CSA en matière d'ozone. Le CARB, en fait, n'approuve que les unités qui ne produisent pas des niveaux d'ozone nocifs. Donc, on peut voir sur ce lien la liste des purificateurs d'air qui sont certifiés par le CARB et qui sont pas nocifs en matière d'ozone. Donc, comment choisir un débit d'air minimal pour le purificateur d'air? D'abord, la première notion à laquelle j'aimerais faire attention, j'aimerais introduire, c'est la notion de changement d'air à l'heure, le ACH. Donc, plus notre système peut donner, plus on a, en fait, plus on augmente notre changement d'air, notre taux de changement d'air à l'heure, plus on diminue la durée, en fait, plus on diminue je vais juste respirer un peu. En fait,
plus on augmente le taux de changement d'air à l'heure, plus on diminue la durée requise pour éliminer les contaminants. Comme par exemple, pour un taux de changement d'air à l'heure de 2, on aura besoin de 138 minutes pour enlever 99% des contaminants et 207 minutes pour enlever 99,9% d'efficacité. Donc, généralement, pour les écoles, le guide d'HUE, on recommande entre 4 et 6 changements d'air à l'heure. Donc, juste pour voir rapidement l'application. Donc, si maintenant on a une classe de 20 x 20 x 10 de hauteur, ce qui fait un 400 pieds carrés x 10 pieds de hauteur, avec 20 occupants, avec 2 fenêtres et pas de ventilation mécanique. Donc, généralement, il faut cibler un nombre de changements d'air. Donc, on va cibler par exemple 5 changements d'air à l'heure. Et puisque la salle a déjà des fenêtres, donc on va retrancher un pour les fenêtres. Donc, ce qui fait un changement d'air de 4, c'est ça le changement d'air qu'on devrait cibler. Donc, on devrait avoir 4 changements d'air à l'heure dans notre salle. Donc, on va convertir le changement d'air à l'heure en débit. Donc, on multiplie juste par le volume de la salle et on divise par 60 minutes, par 60 minutes, oui. Puis, ça fait 267 pieds cubes par minute. Donc, ensuite, comme on avait dit au début, c'est qu'il faudrait toujours s'assurer qu'on est conforme avec la norme HUE 62.1. Donc, on vérifie sur le tableau pour une salle, pour une classe entre 5, pour une classe, soit pour les enfants ou plus, il faut toujours avoir un taux de 10 pieds cubes par minute par personne. Donc, on multiplie ça par le nombre d'occupants, ça donne 200. Et après, on prend le maximum des deux valeurs, ce qui donne toujours le 267 pieds cubes par minute. Donc ça, en fait, cette valeur-ci de CADR, c'est la valeur qu'on devrait chercher dans notre purificateur d'air avant d'installer dans notre salle de cours. Il y a aussi une règle qu'on peut appliquer généralement, c'est la règle de 2 tiers. Pour une salle de 400 pieds, on peut prendre le 2 tiers de la surface de la salle. Ça serait ça le débit optimal de purificateur d'air dans notre salle. Ensuite, pour la désinfection avec les lampes UVGI, il reste pas mal 10 minutes, donc je vais aller assez rapidement. Donc, la désinfection par les lampes UVGI, c'est une autre application assez intéressante pour les locaux à grand risque, comme les cafétérias, comme les salles de conférence ou les salles d'activités diverses. Donc, les lampes UVGI, cette lumière, en fait, la technologie UVGI, ça permet ça perturbe l'appariement des bases de l'ADN, ce qui permet de désactiver les virus. Donc, plusieurs recherches ont été faites, puis la technologie UV a été prouvé que les irradiations UVC peuvent désactiver le SARS-CoV-2, qui est le virus responsable du COVID-19. Et en fait, la HUE recommande d'installer des lampes de type UVC germide dans les centrales de traitement d'air d'une puissance minimale de 1500 microwatts par centimètre carré, si cela est possible. Ce type de lampe permet de détruire le biofilm sur les filtres, donc il faut toujours s'assurer que les lumières UVC n'est pas dirigées vers les filtres pour ne pas les détruire. Donc, un autre système peut être appliqué dans les salles à grand risque, c'est les systèmes UVGI de type Upper Room. Ce type-là, il permet d'obtenir un équivalent de changement d'air de 24 changements d'air à l'heure. Et si les directives des fabricants et les mesures de sécurité sont respectées, les systèmes UVGI constituent un moyen extrêmement efficace pour désinfecter les locaux. Donc, c'est une application qui est très parfaite pour les zones ayant une mauvaise ventilation ou à fort taux d'occupation, comme les amphis, par exemple, ou les salles de conférence.
Et il faut toujours s'assurer il faut toujours s'assurer que notre plafond est supérieur à 8 pieds avant d'appliquer cette technologie. Le dernier point, ça concerne la maintenance des systèmes CVCA. Donc, il est très important de faire l'entretien et l'inspection des systèmes CVCA mensuellement. Donc, il faut contrôler l'accumulation des particules sur les filtres et remplacer ces derniers au besoin. Il faut vérifier que la lampe ultraviolette, s'il est installée, et la remplacer dans le cas échéant. Et vérifier aussi les systèmes de contrôle sont toujours fonctionnels. Vérifier aussi les mécanismes d'entraînement à fréquence variable sont opérationnels. Et vérifier que les bacs de récupération sont propres et ont une pente adéquate. Ensuite, il faudrait vérifier aussi les registres et vérifier que les registres de réglage fonctionnent correctement. Il faut confirmer que la centrale d'air fournit de l'air neuf et élimine l'air d'évacuation convenablement. Et il faudrait également suivre les directives de remplacement des filtres qu'on avait vues précédemment. Il faudrait vérifier que les serpentins de refroidissement situés dans l'équipement de traitement d'air et vérifier s'il y a une croissance microbiologique suspectée au niveau des systèmes CVCA. Il faudrait aussi vérifier que le système réfrigérant ne comporte aucune fuite et aussi infecter les surfaces d'échangeurs de chaleur et pour une éventuelle fuite des gaz ou de l'air et inspecter dans le cas échéant les courroies des ventilateurs et de l'ajuster aux besoins. Pour les équipements qui sont monozones, comme les ventilés convecteurs ou les mini-splits, c'est toujours une inspection à base mensuelle toujours. Donc, il faudrait contrôler l'accumulation des particules sur les filtres et les remplacer au besoin et vérifier que les bacs de récupération sont propres et ont une pente adéquate. Ensuite, vérifier que les systèmes de contrôle sont opérationnels et vérifier que les registres de réglage fonctionnent correctement. Donc, là, on va voir le dernier point, ça concerne la ventilation de la salle d'isolement. Donc, quelles sont les recommandations générales et quels sont les critères de conception pour la ventilation de la salle d'isolement. Donc, en ce qui concerne les recommandations générales, ce qui est recommandé, c'est toujours de ne pas mélanger l'air de la salle d'isolement avec celui de tout autre espace. C'est pour ça qu'il faudrait s'assurer que l'air est évacué en permanence directement vers l'extérieur. Et il faudrait aussi suivre les normes de conception pour la localisation des prises d'air neufs et des sorties d'air vissées provenant des ventilateurs d'évacuation et suivre la norme 170 de l'ASHRAE pour les salles d'isolement. Pour les critères de conception, l'ASHRAE recommande d'avoir 2 rangées de filtres, un pré-filtre de type MERV 7 et un filtre EPA. Si on n'a pas possibilité d'avoir un système EPA, dans ce cas-ci, on peut avoir un MERV 14 pour les systèmes CVCA qui ne peuvent pas fonctionner avec un filtre EPA. Ensuite, il faudrait fonctionner à 100% d'air extérieur et il faut s'assurer d'avoir un débit d'air qui assure un taux de changement d'air entre 6 à 10 changements d'air à l'heure. Et aussi, il faut assurer une pression négative entre 0,015 pouces d'eau entre moins 0,015 pouces d'eau à moins 0,5 pouces d'eau. C'est l'équivalent de moins 4 pascal jusqu'à moins 125 pascal. Et la deuxième chose, c'est qu'il il faudrait pas avoir une récupération d'énergie pour les salles d'isolement. Et il faut aussi envisager l'installation d'un système à débit constant parce que généralement, les salles d'isolement sont relativement très petites, ne sont pas des grandes salles, donc on fonctionne avec un système à débit d'air constant. Juste pour faire une conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu, il est important, donc on a vu comme plusieurs catégories selon le guide d'ASHRAE, on peut les résumer en 5 points. Le premier point, ça concerne la dilution des contaminants. Donc, toujours garder en tête qu'il faut avoir un maximum d'air neuf. Il faut purger le bâtiment avant et après l'occupation. Et si c'est possible, désactiver la ventilation contrôlée. Pour l'évacuation, toujours fonctionner les systèmes d'évacuation,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour le point de contrôle, toujours garder en tête d'avoir une température entre 20 et 24 degrés et une humidité relative entre 40 et 60 degrés pour diminuer la capacité des virus à survivre dans notre local. Et pour le point d'infiltration, toujours garder en tête qu'il faudrait avoir une filtration minimum de MERV 13. Si on n'est pas capable d'avoir une filtration MERV 13 au minimum, il faudrait envisager d'avoir des purificateurs d'air dans chacune des salles. Et pour le point de la maintenance, toujours garder en tête un entretien et une inspection mensuelle des équipements CVCA. Et pour le point de la salle d'isolement, toujours garder en tête qu'une salle d'isolement, ça fonctionne à 100% d'air frais avec une filtration EPA, avec une évacuation vers l'extérieur et avec une pression négative. Donc, ceci termine ma partie.